Merci, Monsieur le recteur Dumont, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Comme vous le voyez, je viens de Zagreb, mais je vais essayer dans mon exposé de ne pas être croatocentrique, je dirais, sur ma vision beaucoup plus vaste, géopolitique, de la problématique des Balkans occidentaux. Tout d'abord, j'aimerais simplement rectifier de mon intitulé qu'il ne s'agit pas à la fin de la réalité géopolitique des prolégomènes, mais une réalité géopolitique polémogène, ce qui change quand même pas mal, pas mal de choses. Alors, les Balkans occidentaux, qui sont plus, je dirais, une réalité politico-sémantique, plus, je dirais, une construction sui generis géopolitique initiée par l'Union européenne, qui viserait en quelque sorte, à travers un système technonormatif, à plus intégrer cet espace considéré à juste titre, du moins jusqu'en 1945 et la décennie 90, comme un espace assez instable et fortement polémogène. Les Balkans occidentaux, bien sûr, dans leur compréhension, dans leur, je dirais, représentation dans l'imaginaire collectif, font référence, bien sûr, donc aux Balkans, je dirais, historiques, qui lui-même pose problème puisqu'il y a une pluralité d'histoires parfois conflictuelles, parfois beaucoup plus, je dirais, sujettes à collaboration. Et c'est pour la raison pour laquelle il conviendrait de revenir, je dirais, sur les Balkans en tant que sujet, je dirais, géopolitique dans la communauté internationale, qui, à mon sens, ne peuvent être compris, ne peuvent être, je dirais, projetés actuellement dans une période charnière où on a finalement face à nous une véritable bascule géopolitique et un déplacement du gravité de centre géopolitique vers l'Est, du fait de la guerre en Ukraine. On peut se projeter, je dirais, dans le cadre des Balkans occidentaux que si l'on a, à mon sens, fait le deuil des Balkans tels qu'on le percevait durant le Congrès de Berlin, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et la tragédie yougoslave 90. Je m'explique, les Balkans correspondent en fait à un centre de gravité de ce que l'historien Eric Hobsbawm appelait le long 19e siècle, qui s'étendait pour lui de 1789 avec l'ère des révolutions en passant par l'ère du capital et l'âge, je dirais, l'ère des empires jusqu'au principalement 20e siècle. Ce 20e siècle que Eric Hobsbawm nomme le court 20e siècle, puisque lui le situe donc ce siècle de 1945 jusqu'en 90, jusqu'à donc la dislocation de l'Union soviétique, et par voie collatérale, la dislocation de la Yougoslavie titiste communiste totalitaire, qui avait elle-même, je dirais, absorbé un discours néo-impérial, la Tchécoslovaquie, etc. Donc tous ces États multinationaux qui, en Europe centrale et sur les franges, je dirais, du Rhineland, du sud-est de la Méditerranée orientale, avaient fait l'expérience, donc, de leur vécu dans le cadre de l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, et c'est par voie de conséquence que cette compréhension est nécessaire pour comprendre en fait la destruction de la Yougoslavie en 1990, puisque l'existence de la Yougoslavie titiste
en tant que pays, en tant qu'État, coïncide en fait presque exactement à ce que Hobsbawm appelle le court XXe siècle. En effet, elle est née au lendemain, la Yougoslavie, comme vous le savez, étant née au lendemain de la Première Guerre mondiale dans le cadre d'une construction artificielle de cette zone des Balkans via donc le paradigme du cordon sanitaire, puisque les grandes puissances, les puissances de l'Entente et la Grande-Bretagne voulaient contenir une avancée des empires centraux et une percée germanique. Donc on a finalement construit, comme c'était le cas d'ailleurs avec cette vision, je dirais, constructiviste lors du congrès de Berlin, tracé artificiellement des frontières au mépris du droit des peuples disposer d'eux-mêmes, au mépris donc de toutes les réalités et les différences linguistiques, civilisationnelles, culturelles, pour aboutir finalement dans la même optique de status quo de l'ordre mondial post-Potsdam et post-Yalta à la légitimité d'un régime titiste yougoslave totalitaire qui, lui, disparaîtra dans une mare de sang quelques 70 ans plus tard, dans le fracas d'une guerre non pas civile, mais d'une guerre d'expansion et de conquête territoriale initiée, je dis, par le régime de Milosevic, qui lui avait intégré dans son cadre donc de sa vision nationale communiste le discours yougoslave unitariste qui consistait à créer donc un État unitaire et regrouper tous les Serbes dans un État. Le terme Yougoslavie a continué d'exister en l'an 2000, puis désignait une sorte d'association d'ailleurs assez hybride quant à sa pratique et statut entre la Serbie et le Monténégro, ce qui a permis en fait au pouvoir de Belgrade de s'inscrire en tant qu'État successeur de la Yougoslavie, dans la continuité donc d'une république fédérale qui était simplement amputée d'un certain nombre de territoires. La thèse aurait pu être soutenue selon laquelle la Yougoslavie aurait été sauvegardée s'il n'y avait pas, je dirais, des poussées nationalistes croates, serbes, slovènes, etc. Moi, j'ai l'intime conviction qu'en 1990, déjà en 1989, avec les vagues de libéralisation et, je dirais, l'introduction graduelle de l'économie de marché en Yougoslavie, il n'y avait plus véritablement, à mon sens, une volonté de vivre, je dirais un plébiscite dans la thèse ronanienne, un plébiscite quotidien, une volonté à vouloir vivre commun en Yougoslavie, ce qui s'est affirmé en fait au sein de la scission, des scissions en cascade au sein des partis communistes yougoslaves, des républiques qui étaient en fait fédérées. La Yougoslavie en fait disparaissait par implosion parce qu'il n'y avait pas et qu'il n'y avait jamais eu en fait de société civile yougoslave, mais des sociétés, des cultures, des nations différentes, parfois antagoniques, qui étaient obligées de vivre dans un cadre politique qui était éminemment communiste et totalitaire. Pour ce qui est du rôle des récits et du narratif, comme vous l'avez vu donc dans mon intitulé, les Balkans, encore à l'heure actuelle, restent, je dirais, l'otage de ce qu'on peut appeler un syndrome narratif qui se perpétue. Quand je parle de syndrome narratif, il s'agit en fait de dispositifs de représentation en termes, je dirais, géopolitiques, qui perpétuent un certain nombre de préjugés dominants et déterminants et structurent donc les comportements et les perceptions qu'ont les peuples des autres peuples de l'altérité et qu'ils ont en fait d'eux-mêmes, soit pour asseoir un champ d'influence, donc c'est le discours politique, le narratif politique,
soit pour délégitimer ou légitimer, je dirais, un discours politique, soit pour replacer dans l'inconscient une mémoire, un imaginaire très souvent irrationnel, une vision, je dirais, une approche de l'histoire individuelle et collective qui parfois ne colle pas, je dirais, aux réalités historiques factuelles et objectives qui sont sur le terrain. Alors ces récits-là qui ont forgé les Balkans, on pourrait faire tout un exposé du congrès de Berlin qui parlait de la balkanisation, qui reprenait les thèses de Ferdinand Lutz et de même Otto von Bismarck sur la création des micro-États en Allemagne. C'est la fameuse théorie des petits États, de la Kleinstadt-Théorie, c'est-à-dire en fait créer des micro-États pour diviser, pour régner. Jusque les thèses de Harstom et de Saul Cohen qui considéraient en fait que la zone des Balkans était, dans une perspective mackindérienne, vouée à un chaos quasi atavique, puisqu'elle souffrait d'un déterminisme géographique constituant un Rhineland sur le sud-est européen. Elle devait être contrôlée par les pays du continent ou bien des thalassocraties tutélaires comme le sont les États-Unis, comme l'était aussi la flotte austro-hongroise. Donc il s'agit d'un certain nombre, je dirais, de récits et de narratifs qui restent encore très prégnants pour la compréhension, je dirais même actuelle, des positions et des rapports de force actuels et le jeu à quatre entre l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et la Chine, actuellement dans les Balkans. En fait, la recherche, je dirais, des causes et des sources même des conflits dans les Balkans se font à travers le prisme de je dirais, deux biais. Un qui verrait en fait les causes de tous ces conflits dans des facteurs endogènes qui sont incontrôlables. Ça serait lié à une sorte de culture politique qui serait inhérente, une culture politique guerrière, agressif. Hein, il y a le fameux mythe de l'homme des montagnes, des Haïdouks, enfin il y a toute une mythologie qui imprègne, je dirais, la littérature balkanique. Et l'autre biais consisterait à voir en fait que les causes de tous ces conflits insistent, en fait, résultent de facteurs extérieurs, à savoir donc l'interventionnisme de grandes puissances et de voisins agressifs. Et c'est vrai, en fait, qu'un certain nombre, je dirais, de spécialistes autoproclamés en ce qui concerne les Balkans, comme Robert Kaplan, qui a été l'auteur d'un livre, Ghost of Balkan, qui a été la Bible de Clinton, avait une vision alignée, en fait, sur ce caractère, je dirais, endogène d'une culture politique agressive et guerrière. Et grosso modo, il s'agissait en fait d'un déterminisme anthropologique auquel on ne pouvait pas remédier, auquel on pouvait pratiquement rien faire. D'autres sont comme Rebecca West, Robert Seaton Watson, William Gladstone. Il y a toute une, en fait, une historiographie qui est extrêmement biaisée concernant je dirais, l'approche des Balkans. Il y a une école orientaliste de type saïdienne qui consiste en fait à dire que les Balkans étant l'Orient, alors il faut des projections orientalistes néocoloniales, alors que je pense que quand même les Balkans n'ont pas été, je dirais, ont eu une genèse politique différente de l'époque coloniale qu'on a eue au Moyen-Orient, en Afrique, ou etc. Mais ça existe. Alors, pour ce qui est, c'est la deuxième partie en fait de mon exposé. Pour ce qui est, je dirais, de l'actualité actuellement des Balkans occidentaux et du rôle en fait de tous ces, je dirais, narratifs et de ces récits, les Balkans actuellement sont, comme vous le savez, par le biais, je dirais donc, de cette bascule géopolitique européenne depuis la guerre en Ukraine, redevenue, je dirais, actuelle, et devenue médiatiquement, je dirais, assez maintenant suivie, puisque
l'Ukraine, la guerre en Ukraine, correspond à une profonde redéfinition de l'Europe, du continent européen, face à de nombreuses menaces, de nombreux jeux géopolitiques, parmi lesquels des menaces néo-impériales de la Russie, mais aussi d'autres dynamiques qui sont endogènes, qui, elles, manipulent, je dirais, avec des récits dont François Thual, le géopoliticien, faisait état dans son livre Le désir de territoire. Ces récits qui ont trait à l'âge d'or, les différentes formes de panisme, les différentes formes de grand espace, cette volonté d'unifier dans des grands espaces. On a parlé de la Grande Albanie, la Grande Serbie, et il y a énormément de récits qui sont calqués, je dirais, sur des formes uchroniques, en fait, des véritables uchronies, souvent tâtées de mythes fondateurs, qui, à un moment donné, peuvent être réactivés et instrumentalisés par un certain nombre de puissances étrangères, qui peuvent être des puissances relatives régionales, mais aussi des puissances globales. Alors, il y a un autre moment, je dirais, de bascule qui est important pour les Balkans, et mon collègue en a fait état, c'est en fait la transversale Adriatique-Mer Noire, qui est extrêmement important, puisque les Balkans jouxtent donc cet espace qui est en même temps danubo-méditerranéen, mais qui, je dirais, se projette à travers la Serbie, en fait, vers une profondeur stratégique qu'on peut identifier dans l'axe moravo-vardarien et qui va pratiquement jusqu'au sud de la Macédoine. Et là, visiblement, en dépit, je dirais, des dispositifs polymogènes, il y a des opportunités à créer en fait des réseaux d'intégration, des relations parfois croisées asymétriques qui peuvent être de l'ordre des communications, des voies d'échange, les dispositifs des oléoducs et des gazoducs géoénergétiques qui sont souvent concurrents pourraient, dans une approche, je dirais, beaucoup plus pragmatique, unifier beaucoup plus que diviser, je dirais, cet espace, ce qui permettrait en fait de pacifier d'une certaine manière et de stabiliser donc cet espace. Alors, je fais juste une digression concernant la Croatie qui, elle, est entrée dans l'Union européenne en 2013, qui ne s'est pratiquement jamais culturellement et civilisationnellement considérée comme faisant partie de l'ensemble balkanique, puisqu'elle appartient à une ère danubo, je dirais, méditerranéenne, et religieusement, culturellement, a toujours regardé et fait partie, je dirais, de l'ensemble occidental. Avec l'entrée dans l'espace Schengen en 2023, on voit que la Croatie aura un rôle beaucoup plus proactif en ce qui concerne les Balkans occidentaux, puisque, entrant dans l'espace Schengen, elle va être le gardien des frontières extérieures de l'Union européenne, et ces frontières feront pratiquement 1137 km le long de l'arc qui jouxte en fait l'image géographique de la Croatie, l'arc en fait qui jouxte la Bosnie-Herzégovine, et qui, d'une certaine manière, aura donc un rôle non seulement géopolitique mais sécuritaire concernant le contrôle des migrants sur la route des Balkans, mais un rôle, je dirais, inhibiteur et stabilisateur vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine et un certain nombre de pays jugés instables, avec en fait cette capacité d'économiquement et géoénergétiquement stabiliser donc cette portion du sud-est européen. Rapidement, je pense que vous connaissez tous finalement les divers tenants et aboutissants du grand jeu qui se passe actuellement sur l'espace donc des Balkans, surtout dans les Balkans orientaux.
On a vu que le jeu américain était un jeu beaucoup plus global. Hein. Les Américains ont une grande stratégie qui considère que finalement, on sait très bien que Zbigniew Brzezinski résonne dans le cadre des Balkans eurasiens qui s'étendent en fait du Caucase jusqu'à pratiquement au Moyen-Orient et qui considère que tout ça constitue un arc de tension finalement qu'il faut intégrer et stabiliser. C'est ce qu'il appelle les Balkans mondiaux. Hein. Donc, ça, après un désengagement avec l'administration Obama et un déplacement du centre de gravité vers l'Asie du Sud-Est, les Américains sont plus ou moins désengagés des Balkans, ont essayé de sous-traiter à l'Union européenne, bien qu'ils restent toujours présents via l'OTAN, et cette volonté d'occidentaliser une grande partie donc, de ce terrain. Le jeu russe, c'est le jeu russe qui est actuellement le plus, je dirais, stigmatisé dans le cadre de la guerre en Ukraine, puisqu'on a peur que Poutine ouvre un second front de façon à permettre en fait une distorsion, une volonté donc de détourner l'opinion publique sur un nouveau front dans les Balkans, comme ça a été le cas, je dirais, au Moyen-Orient. Certains craignent des stratégies d'ossétisation, de transnitriatisation, de manipulation donc d'un certain nombre de groupes ethniques pour pouvoir asseoir une zone d'influence. La Chine, elle est beaucoup plus, bien sûr, voilà, je termine, axée sur One Belt et One Road, donc une volonté beaucoup plus, je dirais, géo-économique. Et puis les Balkans occidentaux, pour finir, je dirais, se sont un peu redorés le blason, je dirais, grâce à l'actualité, puisque ça va leur permettre d'être beaucoup plus proactifs dans le cadre de cette bascule géopolitique globale avec la guerre de l'Ukraine, et essayer de dépasser ce qu'on appelle le fédéralisme sectoriel et le système technicien propre donc à la création d'un vaste marché communautaire, et essayer de réfléchir, et c'est ce qu'elle a fait d'un point de vue géopolitique avec la création de la communauté géopolitique européenne qui peut-être sera un jour donc une plateforme qui pourra être beaucoup plus, je dirais, axée sur une volonté en fait d'être plus présent géopolitiquement dans cette région qui reste néanmoins instable, qui reste le ventre mou actuel du sud-est européen. Je vous remercie.